Je m'appelle Jack Riley et j'étais ingénieur en chef à la station antarctique Concordia Delta pendant la saison 2018-2019. Notre mission officielle était de forer un puits super profond et de récupérer des carottes de glace pour étudier le climat du passé. Le rapport final pour le consortium qui a financé le projet dit que la mission s'est bien passée, avec juste quelques petits soucis techniques, et que tous les échantillons ont été envoyés pour être analysés. C'est faux. On a effectivement rencontré des difficultés, mais elles n'étaient pas techniques, et ce qu'on a remonté de près de 3 km de profondeur n'a jamais quitté l'Antarctique. J'écris ça parce que je sais que tout est toujours là, sous la glace, et que ça continue d'émettre. Notre station était l'un des endroits les plus isolés de la planète. Nos voisins les plus proches, la base franco-italienne Concordia, se trouvaient à des centaines de kilomètres. Il n'y avait que 5 personnes sur Delta. Le docteur Harris Thorne, chef du projet, était un génie de la paléoclimatologie, obsédé par l'idée de trouver la glace la plus ancienne de la Terre. Lena Petrova, notre géologue, était une femme calme et réfléchie qui comprenait mieux que quiconque ce sur quoi nous travaillions. Mike Chen, notre spécialiste en communication et informatique, un gars capable de connecter un grille-pain à un satellite. Samuel Sam Jones, opérateur de la foreuse, un colosse taciturne qui connaissait la hydraulique et la mécanique comme sa poche. Et moi, Jack, j'étais chargé de veiller à ce que tout ce matériel, générateur, système de survie, foreuse elle-même, fonctionne sans faille dans des conditions où la moindre panne pouvait être fatale. Les 2 premiers mois se sont passés normalement. On a installé le camp, mis en route l'équipement et commencé le forage. Le boulot était monotone et épuisant. Sam et moi, on passait 12 heures par jour à surveiller le travail de la foreuse, à changer les sections, à contrôler la pression et la température. Harris et Lena récupéraient les carottes glacées, des cylindres de 3 mètres de long faits de glace pure compressés par le temps, les cataloguaient et les préparaient pour l'expédition. Mike assurait notre liaison avec le monde extérieur et jonglait avec les flux de données. À des milliers de kilomètres, à la ronde, il n'y avait qu'un désert blanc sous un soleil pâle et imperturbable. Les jours se confondaient en un cycle infini de travail, de repas et de sommeil court, bercé par le ronronnement des générateurs diesel. On s'était habitué à cette routine. Elle nous procurait un sentiment de stabilité et de contrôle. Tout a changé le 21 janvier 2019. On avait dépassé les 2800 mètres. D'après les calculs de Lena, il restait environ 200 mètres avant d'atteindre la roche-mère. Mais tout à coup, les capteurs de la foreuse ont indiqué une forte augmentation de la résistance. La pression dans le système a grimpé à des niveaux critiques. Sam a tout de suite ralenti la vitesse de rotation, mais toute la plateforme a commencé à vibrer. On a pensé que le trépan avait heurté un gros morceau de roche, ce qui arrivait parfois, mais rarement à une telle profondeur. D'habitude, on passait juste à côté, en le réduisant en poussière. Mais cette fois, c'était différent. La résistance n'était pas celle d'une roche. Elle était visqueuse, élastique. Les indicateurs montraient bien que la couronne ne broyait pas la roche, mais essayait plutôt de percer quelque chose. Sam a arrêté le forage. On est resté là pendant une vingtaine de minutes, à regarder les écrans. Harris est arrivé en courant depuis le labo, inquiet de l'arrêt. Il n'aimait pas les temps morts. Chaque mètre de glace valait son pesant d'or pour lui. « Qu'est-ce qui se passe, Jack ?» a-t-il demandé sans même dire bonjour. « On ne sait pas, Harris. Il y a quelque chose de dur, très dur. Les capteurs indiquent une charge proche de la limite de résistance de la couronne. » ai-je répondu. « Peut-être une couche de roche métallifère, du fer ?» a suggéré Lena, qui s'était approchée avec Harris. « À une telle profondeur ? Dans cette partie du continent ? Peu probable, » a répondu Harris en secouant la tête.
Allumez le géoradar. Il faut voir ce qu'il y a là-dessous. Le géoradar est en fait notre sonar pour la glace. Il envoie des ondes radio vers le bas et, à partir du signal réfléchi, construit une carte du relief sous la glace. On l'utilisait généralement pour la navigation générale, afin de s'assurer qu'on se dirigeait vers le point le plus bas du lac souterrain, où la glace devait être la plus ancienne. Mike a réglé l'équipement pour obtenir le maximum de détails en concentrant le faisceau directement sous notre trou. Une rognure plus tard, il nous a tous appelés dans son module. L'écran du moniteur affichait une image en 3D de ce qui se trouvait sous nous. Les couches de glace ressemblaient à des lignes horizontales bien droites. En dessous, là où aurait dû se trouver la surface irrégulière du socle rocheux, le radar montrait quelque chose de complètement différent. C'était un objet. Il avait des contours géométriques nets et réguliers, allongés, symétriques, avec des surfaces lisses, comme polies. Il mesurait environ 12 mètres de long et 3 mètres de large. Il était à l'horizontale et notre foreuse était enfoncée exactement dans sa partie supérieure. Ce n'était pas une formation naturelle. Aucune météorite ni anomalie géologique ne pouvait avoir une telle forme. On regardait l'écran en silence. Sam a rompu le silence le premier. « C'est quoi cette merde ?» a-t-il demandé, exprimant la pensée générale. « On dirait la coque d'un sous-marin ?» a suggéré Mike, hésitant. « À 3 kilomètres de profondeur sous la glace, au milieu de l'Antarctique ? Impossible !» a rétorqué Harris. « Aucune expédition n'a jamais perdu quoi que ce soit ici, et on n'avait pas la technologie pour amener et abandonner quelque chose, ici. » Ses yeux brillaient, sa curiosité scientifique l'emportait sur tous ses autres sentiments. Il regardait l'image non pas avec crainte, mais avec l'enthousiasme d'un explorateur. « On doit récupérer ça, » dit-il doucement, mais de manière à ce que personne ne doute de sa décision. J'étais contre. Mon boulot, c'était d'assurer la sécurité et le bon déroulement de la mission. Essayer de récupérer un truc inconnu de 12 mètres de long à 3 kilomètres de profondeur, c'était droit dans le mur. On n'avait pas le matos pour ça. Notre treuil était conçu pour remonter des carottes de quelques centaines de kilos. Pas une structure métallique de plusieurs tonnes. « Harris, c'est de la folie, » ai-je dit. « On ne peut pas faire ça. On n'a ni les moyens, ni l'autorisation. On doit prévenir la direction et leur laisser décider. » « Prévenir ?» m'a-t-il regardé comme si j'étais fou. « Et qu'est-ce qu'ils feront, Jack? Ils enverront une commission dans 1 an? Ils fermeront le projet, classeront la zone secret défense et enverront l'armée. Et nous, on se retrouvera sans rien. C'est la découverte du millénaire, elle est juste sous nos pieds. On était les seuls à pouvoir l'atteindre. Maintenant. » Lena et Mike restaient dos silencieux, regardant tour à tour Harris et moi. Sam restait debout, les bras croisés sur la poitrine. C'était un homme d'action qui attendait des ordres. « Comment tu imagines ça ?» insistai-je. « On va devoir agrandir le trou. Ça va prendre des semaines. Et après, comment on va le sortir? Notre treuil va casser. On va utiliser des têtes thermiques pour faire fondre la glace autour de l'objet. On créera une cavité. Et pour le soulever, on peut relier plusieurs câbles en acier. J'ai tout calculé. Le poids de la structure, si elle est trop creuse, ne devrait pas dépasser la charge maximale si on la répartit. C'est risqué, mais faisable, répondit Harris, qui avait déjà tout prévu. On a discuté pendant presque toute la journée. Finalement, Harris a convaincu tout le monde. Ou plutôt, il a imposé sa décision. Son autorité en tant que chef et la promesse de la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité ont fait leur effet. Même moi, conscient de tous les risques, je ressentais au fond de moi une curiosité brûlante. Qu'est-ce que c'était? Qui avait construit ça? Comment était-ce arrivé là? On a décidé d'agir de notre propre chef et de ne rien dire à la Grande Terre. C'était notre première et principale violation du protocole. À partir de ce moment, on était seuls.
Les 3 semaines qui ont suivi ont été un véritable enfer. Sam et moi avons travaillé presque sans dormir pour modifier la foreuse. On a créé un système composé de plusieurs foreuses de thermique qui devaient descendre le long du périmètre de l'objet et faire fondre la glace. C'était un travail lent et dangereux. La moindre erreur pouvait entraîner l'effondrement du puits ou la perte du matériel. Harris et Lena analysaient en permanence les données du radar, affinant la forme et la position de l'objet. Mike essayait de scanner sa composition, mais le métal dont il était fait ne correspondait à aucun alliage connu. Il était super dense et absorbait la plupart des signaux. L'ambiance à la station était tendue. La routine avait disparu, remplacée par une tension nerveuse. On parlait à peine de choses sans importance. Toutes nos pensées étaient liartées là, à 3 kilomètres de profondeur. L'isolement, qui n'était auparavant qu'un simple arrière-plan, était maintenant plus palpable. Le silence blanc infini était oppressant. Parfois, j'avais l'impression qu'on n'était pas seul sur ce dôme de glace, que quelqu'un nous observait depuis ce vide blanc. Enfin, le jour est arrivé. On avait fini de faire fondre la glace, créant ainsi une cavité suffisante autour de l'objet. Maintenant, le plus dur restait à faire, le remonter. On a descendu une caméra haute résolution pour examiner l'objet. Ce qu'on a vu sur l'écran nous a laissé sans voix. C'était une capsule, parfaitement lisse, sans aucune soudure, rivet ou hublot. Sa surface était gris foncé, presque noire, et ne reflétait pas la lumière de nos projecteurs, mais semblait plutôt l'absorber. Il n'y avait aucun symbole ni inscription sur le corps. Une forme parfaite, étrange. Elle ne semblait ni vieille, ni abîmée par le temps ou la pression de la glace. On aurait dit qu'elle avait été placée là, la veille. On a fixé les grappins dessus. C'était le plus difficile. Sam manœuvrait les manipulateurs avec une précision chirurgicale en se guidant sur l'image de la caméra. Enfin, 4 griffes puissantes se sont agrippées au corps. J'ai lancé le treuil à puissance minimale. Les câbles se sont tendus. Les capteurs de poids indiquaient près de 8 tonnes. Le treuil a vrombi bruyamment, mais a tenu bon. L'objet s'est lentement mis à monter. Le levage a pris près de 2 jours. Tous les 100 mètres, on s'arrêtait pour vérifier les fixations et l'état des câbles. Pendant tout ce temps, on n'a pas quitté les écrans. Harris avait l'air d'un homme sur le point d'obtenir la réponse à la question la plus importante de sa vie. Lena était pâle, mais calme. Quant à moi, je sentais des sueurs froides couler dans mon dos, se mélangeant à l'huile de machine. Et alors qu'il ne restait plus que 100 mètres avant la surface, quelque chose qui allait tout changer s'est produit. Mike, qui avait passé tout ce temps à scanner les ondes autour de nous sur toutes les fréquences possibles, s'est soudainement levé d'un bond. « Il y a un signal !» a-t-il dit d'une voix tremblante. « J'ai capté un signal. »« D'où ? De l'extérieur ?» demanda Harris, sans quitter des yeux l'écran, où une masse sombre s'élevait lentement. « Non, » répondit Mike en montrant les instruments. « De là, de l'intérieur, la capsule transmet un signal. » Il diffusa le son sur les haut-parleurs. Ce n'était ni un bruit, ni une interférence. C'était une impulsion claire et répétitive, une fréquence basse, rythmée. Elle ne ressemblait à aucun moyen de transmission de données connu. Elle était simple, mais sa monotonie avait quelque chose d'inquiétant, quelque chose d'anormal. La capsule, qui avait passé peut-être des centaines de milliers d'années dans la glace, était active. Et elle disait quelque chose. Et à ce moment-là, quand on a entendu ce signal, j'ai vraiment compris qu'on avait fait une énorme erreur. On n'aurait pas dû la toucher. Le signal a rempli notre petit module de communication. Bas, régulier, pénétrant. Il n'était pas fort, mais il faisait vibrer le sol et laissait un goût métallique bizarre dans la bouche. On restait là à regarder les haut-parleurs d'où ils venaient, comme si c'était un serpent venimeux. Harris fut le premier à sortir de sa torpeur.
Son visage n'exprimait pas la peur, mais un triomphe extatique. « C'est vivant !» s'écria-t-il. « Jack, ça marche. »« Je n'appellerai pas ça marcher, Harris, » répondis-je. « Ça, c'est allumé. On ne sait pas ce que c'est. C'est peut-être une alarme ou un signal d'autodestruction. »« Ne sois pas parano, » dit-il en balayant ma remarque d'un geste de la main. « C'est un signal. Il dit « Je suis là. » Mike, tu peux l'analyser? Qu'est-ce que c'est? Du code binaire? Du morse? Mike, pâle, était assis derrière sa console, ses doigts volant sur le clavier. Ni l'un ni l'autre. La structure du signal, elle n'existe pas. C'est juste une impulsion, une sinusoïde pure avec une fréquence porteuse de 33 Hz. Aucune modulation, aucun paquet de données. Juste un pouls, comme celui d'un cœur géant. Les mots de Mike ne me rassuraient pas. Pendant qu'il parlait, je regardais l'écran du treuil. Le corps sombre de la capsule était déjà à 20 mètres de la surface. Il fallait terminer la remontée. Tout retard augmentait le risque de rupture. « On doit la ramener à la surface, tout de suite, » dis-je. « Harris, on discutera plus tard. Sam, retourne sur la plateforme. On remonte. » Sam acquiesça silencieusement et sortit. Je le suivis. L'air froid de l'Antarctique me frappa le visage, mais ne parvint pas à me dégager les idées. Un bruit pulsant semblait me poursuivre, traversant les parois du module. Il n'était plus seulement dans mes oreilles. Je le sentais dans tout mon corps, dans chaque cellule. Les derniers domètres furent les plus longs. Le treuil hurlait, luttant contre le poids de la capsule. Enfin, son nez sombre et arrondi apparut dans l'ouverture. Le spectacle était surréaliste. Au milieu d'une plaine blanche infinie, sous un ciel pâle, quelque chose de complètement noir, parfaitement lisse et totalement étranger à ce monde, s'élevait lentement d'un trou glacé. Le contact du métal ultra-froid avec l'air produisit une vapeur épaisse qui enveloppa la capsule d'un brouillard comme si elle respirait. Quand elle est sortie complètement et s'est suspendue à des câbles à 1 mètre au-dessus du sol, on s'est tous figés. Sa taille était impressionnante. De près, elle semblait beaucoup plus grande que sur l'écran radar. 12 mètres de géométrie parfaite et silencieuse. Le déplacement de la capsule vers le hangar principal a été un vrai casse-tête logistique. Le hangar était notre plus grande pièce, en fait un immense garage, isolé où nous gardions 2 tracteurs et du matériel de forage. Sam, avec une prudence incroyable, a utilisé une grue pour transférer la capsule de la plateforme de forage sur un lourd chariot. Puis, centimètre par centimètre, on l'a lentement tirée à l'intérieur avec le tracteur. Quand les énormes portes du hangar se sont refermées, nous coupant du monde extérieur, un silence étrange s'est installé. Le vent s'était calmé et il ne restait plus que le ronronnement des générateurs et cette pulsation omniprésente à basse fréquence. Maintenant, il était plus fort et plus distinct. Il venait directement du corps noir qui était au milieu de notre hangar. Pendant les heures qui ont suivi, on a juste tourné autour. C'était comme un rituel. On s'approchait, on touchait sa surface. Elle était lisse comme du verre, mais pas glissante. Et le plus étrange, c'est qu'elle n'était pas glacée. Avec une température de moins 25 degrés Celsius dans le hangar, n'importe quel métal aurait dû être brûlant. Mais la surface de la capsule était à peine fraîche. J'ai apporté un thermomètre à contact. Il indiquait plus 4 degrés. L'objet, qui avait passé peut-être 1 million d'années dans la glace, générait de la chaleur. Pas beaucoup, mais assez pour maintenir une température supérieure à 0. Un effet thermoélectrique? Un générateur radio-isotopique? A suggéré Lena en notant les mesures dans son carnet. Sa curiosité scientifique luttait contre une inquiétude évidente. Il doit y avoir une source d'énergie à l'intérieur, confirma Harris. Ses yeux brillaient. Elle alimente à la fois le phare et le système de chauffage. Vous comprenez?
Ce truc n'a pas simplement été conservé. Il a fonctionné tout ce temps. Il attendait. Le mot « attendait » resta suspendu dans l'air. Attendu quoi? Ou qui? Nous? Harris décida qu'il avait assez attendu. Il voulait savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. « On doit prélever un échantillon, » dit-il, et ensuite trouver un moyen de l'ouvrir. L'ouvrir? Je n'en croyais pas mes oreilles. Harris, on n'a aucune idée de ce que c'est. Il peut y avoir n'importe quoi à l'intérieur. Du vide, du gaz, sous haute pression. Un virus mortel. On ne peut pas simplement percer un trou dans un objet inconnu. On doit le faire, Jack. C'est ça, la science. Prendre des risques pour acquérir des connaissances, dit-il d'une voix ferme. Il ordonna à Sam d'apporter une perceuse industrielle avec des forêts diamantées. Sam me regarda, attendant ma réaction, mais je ne dis rien. Contredire Harris à ce moment-là, c'était comme essayer d'arrêter une avalanche. Sam apporta la perceuse. Harris enfila lui-même des lunettes de protection et des gants, puis posa le forêt sur la surface de la capsule. Il appuya sur le bouton. Un bruit assourdissant retentit. Le forêt diamanté, capable de briser le granit, glissait impuissant sur la surface sombre, ne laissant qu'une rayure à peine visible. Des étincelles volaient dans toutes les directions. 10 secondes plus tard, de la fumée s'échappa du forêt, qui rendit l'âme. La pointe en diamant technique était réduite en poussière. Il ne restait sur la surface parfaitement lisse de la capsule qu'un minuscule point brillant, comme si quelqu'un l'avait piqué avec une aiguille. On était complètement sous le choc. La résistance de ce matériau dépassait tout ce qu'on connaissait. « Bon, » dit Harris en retirant ses lunettes. Son calme était effrayant. « Plan B, on a un découpeur plasma. » Là, je n'ai pas pu me retenir. Un découpeur plasma est un outil de réparation d'urgence capable de couper de l'acier épais. L'utiliser sur un objet inconnu contenant une source d'énergie active, c'était du suicide. Non, absolument pas. Je me suis mis entre Harris et le découpeur. Tu ne vas pas faire ça, Harris. Ce n'est pas un risque scientifique, c'est de la folie. Tu vas tous nous faire exploser. C'est mon projet, Jack, et c'est moi qui décide, a-t-il crié. Et moi, je suis l'ingénieur en chef, et je suis responsable de la sécurité. Et je te dis que c'est fini. Je mets mon veto. On contacte la base, on leur fait part de notre découverte, et on attend leurs instructions. Tu n'oserais pas, a-t-il sifflé. Bien sûr que je l'oserais, répondis-je en le regardant droit dans les yeux. Mike interrompit notre confrontation. Il était resté assis tout ce temps dans un coin du hangar, derrière une station de surveillance portable connectée au capteur que nous avions installé sur la capsule. « Les gars, vous devriez jeter un œil à ça, » dit-il doucement. Le signal, il a changé. On s'approcha de lui. Sur l'écran de son oscilloscope, au-dessus de l'impulsion principale simple de 33 Hz, une autre onde apparaissait maintenant. Elle y était incroyablement complexe, chaotique, pleine de pics et de creux. Je ne l'avais pas remarquée avant. Elle était trop faible, expliqua Mike. Mais quand Harris a essayé de percer le boîtier, son amplitude a été multipliée par 100. Ce n'est pas juste un pouls. Il y a quelque chose à l'intérieur, des informations, toute une couche de données. Il agrandit l'image. La vague complexe ressemblait à la fois à un électrocardiogramme, à un sismogramme et à une sorte de fractale mathématique folle. Elle était vivante, en constante évolution. Et ce n'est pas tout, continua Mike. Regardez. Il s'approcha de la capsule et posa délicatement sa main dessus. Au même instant, le signal complexe à l'écran fit un bond en avant, se transformant en une multitude de pics. « Ça réagit », murmura Lena. « Ça nous sent. » Cette découverte changea tout. Ce n'était plus juste un artefact ancien, c'était un système interactif. Il n'était pas juste actif, il savait qu'on était là. Il réagissait à ce qu'on faisait. Harris regardait l'écran avec admiration. « Il communique »,
Il essaie d'établir un contact. Moi, je voyais autre chose. Je voyais la réaction du système immunitaire à une intrusion. On était un virus, et la capsule essayait de nous combattre. « Il ne communique pas, Harris, il crie !» dis-je. On n'a pas eu le temps de décider qui avait raison. Au moment où j'ai dit ça, la lumière dans le hangar a clignoté. Encore une fois. Puis, elle s'est éteinte complètement. Les générateurs ont calé en même temps. Toute la station a été plongée dans le noir et le silence. Une seconde plus tard, l'éclairage de secours s'est allumé. Des lampes rouges tamisées sur les murs qui dissipaient à peine l'obscurité. On était resté immobile, à l'écoute. Le bourdonnement habituel des mécanismes y avait disparu. Il ne restait plus que le sifflement du vent à l'extérieur et 2 sons à l'intérieur du hangar. Notre respiration saccadée et le battement régulier et méthodique de la capsule. Il ne venait plus des rangs haut-parleurs. Maintenant, dans le silence, on le sentait tous clairement. Il venait de l'objet lui-même, une vibration grave et puissante qui se propageait sur le sol en béton et remontait le long de nos jambes, pénétrant directement dans nos os. L'objet gisait au centre de notre refuge, dans l'obscurité, et son cœur continuait de battre. La lueur rouge de l'éclairage de secours transformait notre hangar en décor de film d'horreur. 5 silhouettes immobiles, une énorme ombre noire au centre et le silence, seulement rompu par la vibration qui venait du sol. Cette vibration était la chose la plus effrayante. Elle était devenue le fond sonore de notre existence, la preuve que la source du chaos était là, avec nous, dans cette pièce fermée. En tant qu'ingénieur, j'ai tout de suite pensé aux conséquences. Une coupure d'électricité en Antarctique n'est pas juste un inconvénient. C'est le compte à rebours vers le point de non-retour. Nos modules d'habitation allaient commencer à se refroidir. Sans les systèmes de recirculation d'air, le niveau de dioxyde de carbone allait grimper. On avait quelques heures, peut-être une demi-journée, avant que la station ne devienne inhabitable. « Sam, suis-moi !» ai-je ordonné en essayant de garder une voix calme. « Vérifions les générateurs. Harris, personne ne s'approche de ce truc. Compris? Personne. Ne le touche. » Harris ne répondit pas. Il regardait simplement la capsule, et dans la faible lumière rouge, ses yeux semblaient 2 trous noirs. Je n'attendis pas de réponse. Sam et moi attrapâmes les lampes de secours et sortîmes en courant du hangar dans la nuit glaciale. Dehors, le vent hurlait, nous projetant des grains de glace au visage. Le module générateur n'était qu'à 50 mètres, mais nous le parcourûmes presque en courant. À l'intérieur de la salle des générateurs, c'était calme, trop calme. Les 2 énormes moteurs diesel qui étaient le cœur de notre station étaient rendus silencieux. J'ai fait un diagnostic rapide. Les réservoirs de carburant étaient presque pleins. L'huile était normale. Aucun dommage visible, aucun signe de surchauffe ou de court-circuit. Je me suis approché du tableau électrique principal. Il était mort. Aucune ampoule n'était allumée, aucun voyant ne clignotait. « C'est une impulsion électromagnétique », ai-je dit à Sam, qui m'éclairait avec sa lampe torche. Quelque chose a mis hors service tous les systèmes électroniques de commande. Ce n'est pas une panne mécanique, mais une défaillance du système. « Cette saloperie ?» demanda Sam. « Je n'ai pas d'autre explication », répondis-je en ouvrant le panneau d'accès au système de démarrage manuel. « Il va falloir les démarrer à l'ancienne. Ça va prendre du temps. Aide-moi avec le disjoncteur principal. » La procédure de démarrage manuel fut un cauchemar. On devait pomper le carburant à la main, contourner les contrôleurs grillés, court-circuiter directement le circuit d'allumage. C'était un boulot sale et stressant dans le froid, avec le vent qui semblait vouloir pénétrer à travers les parois du module. À chaque seconde, je pensais à ceux qui étaient restés dans le hangar, à Harris, dont l'obsession avait atteint le stade de la folie pure, à Lena et Mike, enfermés avec lui, et cette
objet. Et pendant tout ce temps, je sentais une vibration fantôme dans mes os, même si ici, dans la salle des machines, elle n'était pas audible. Le Pugari de la capsule était imprimé dans mon esprit. Pendant ce temps, dans le hangar, la tension était à son comble. Comme Lena me l'a raconté plus tard, après notre départ, Harris s'était approché de la capsule. Il avait ignoré toutes ses demandes et ses avertissements. Dans la pénombre rougeâtre, il ressemblait à un prêtre accomplissant un rituel devant un autel sombre. « Il n'est pas hostile », disait-il d'une voix calme et assurée, s'adressant soit à Lena, soit à la capsule elle-même. Il a juste eu peur, on lui a fait mal avec notre forêt. Maintenant, il veut parler, nous montrer. Il posa ses deux mains sur la surface chaude et noire. Mike, qui avait réussi à démarrer son oscilloscope à l'aide d'une batterie, poussa un cri. « Harris, non, le signal, il devient fou !» Lena regarda l'écran de Mike. La vague complexe et chaotique qu'ils avaient vomi vue auparavant s'était maintenant transformée en quelque chose d'ordonné. C'était une séquence, des blocs de données clairs et répétitifs qui ressemblaient à un code. La capsule ne réagissait plus de manière chaotique. Elle avait commencé une transmission ciblée. « Elle transmet quelque chose », murmura Mike. « J'ai trouvé le cycle. Il se répète toutes les 26 secondes. Ça ressemble à un paquet de navigation. Des coordonnées, des vecteurs, des repères temporels. » Harris n'écoutait pas. Il se tenait debout, collé à la capsule, les yeux fermés. « Je sens, » murmura-t-il, « des voix. Non, pas des voix. Des pensées, des images. Ça me montre ma maison. » À ce moment-là, il se tut et se redressa. Son corps était raide. Lena raconta que c'était le moment le plus effrayant. Il ouvrit les yeux, mais ce n'étaient pas les yeux d'Harris. Ils étaient vides. Ni pensée, ni émotion. Juste des lentilles vides. Et il se mit à parler. C'était sa voix, mais l'intonation était étrangère. Plate, mécanique, dépourvue de tout timbre humain. Il parlait sans s'arrêter, d'une voix monotone, comme une machine. Séquence d'initialisation du protocole de contact. Code d'accès. 7113 Delta. Vecteur d'arrivée. Plan galactique. Déclinaison -33 degrés et 4 dixièmes. Objectif. 4e planète. Système de type naine jaune. Repère temporel. 1 412 000 cycles standards avant correction. Il parlait sans s'arrêter, crachant un flot de chiffres, de termes et de coordonnées qui n'avaient aucun sens. Lena et Mike reculèrent, terrifiés. Ils essayèrent de l'appeler, de le secouer, mais il ne réagissait pas. Il était devenu un simple transmetteur, un relais vivant. C'est à ce moment précis que Sam et moi avons réussi à démarrer le premier générateur. Il y eut un rugissement assourdissant et quelques secondes plus tard, la station reprit vie. Les lampes du module générateur s'allumèrent brusquement. Je basculai l'alimentation vers les blocs d'habitation et le hangar. « Ça marche !» criai-je en essuyant la sueur et le mazout de mon front. « Lance le deuxième, je cours au hangar !» Je me précipitai à l'intérieur. La lumière blanche aveuglante des lampes me frappa les yeux après la pénombre rougeâtre. L'image que je vis resta gravée à jamais dans ma mémoire. Lena et Mike se blottissaient contre le mur près de la porte. Et au centre, près de la capsule, se tenait Harris. Il était silencieux, mais sa posture était toujours aussi anormalement droite. Il regardait droit devant lui, le regard vide. Et là, le bruit changea. Le battement grave et familier qui nous avait accompagnés ces dernières heures s'arrêta soudainement. Un silence absolu et vibrant s'installa. Même le bourdonnement des générateurs semblait avoir disparu. On était tous figés. Ce silence était plus effrayant que n'importe quel bruit. Il a duré peut-être 3 secondes. Puis un nouveau bruit a retenti à l'intérieur de la capsule. Ce n'était ni un signal, ni une vibration. C'était un bruit physique, audible à l'oreille. Un grincement grave et prolongé.
le bruit du métal glissant sur du métal, le bruit qu'émet une serrure de coffre-fort lorsque ses mécanismes internes tournent. Fort, distinct, provenant du cœur même du monolithe noir. On regardait paralysé, incapable de bouger. Le grincement se répéta, puis encore une fois. Harris baissa lentement les mains. Il semblait avoir repris conscience. Il cligna des yeux, regarda ses paumes, puis la capsule. Et alors, sur la surface noire parfaitement lisse, juste au centre, apparut une fine ligne. Elle n'était pas dessinée, elle brillait. Une lumière blanche et terne émanait de l'intérieur. Une ligne parfaitement droite et régulière coupait la capsule en deux sur toute sa longueur de 12 mètres. Elle n'attendait pas qu'on l'ouvre. Elle s'ouvrait toute seule. La ligne de lumière était fine comme une lame, mais elle coupait l'obscurité du hangar et notre esprit avec la même efficacité. Le grincement s'est arrêté, remplacé par un grondement grave et régulier qui semblait provenir de la lumière elle-même. On était cloué sur place. On ne pouvait pas courir. La porte du hangar était derrière nous, mais l'idée de tourner le dos à cette chose paralysait notre volonté. On ne pouvait que regarder. La fente lumineuse commença lentement, avec une précision inhumaine, à s'élargir. Les deux moitiés de la capsule ne se séparèrent pas, mais glissèrent doucement sur le côté, s'emboîtant l'une dans l'autre comme les pièces d'un mécanisme télescopique complexe. Le processus était silencieux, à part ce faible bourdonnement. Ça a pris environ 2 minutes, mais j'ai eu l'impression que ça avait duré une éternité. Quand la capsule s'est complètement ouverte, elle ressemblait à un sarcophage qui nous invitait à regarder à l'intérieur. Il n'y avait ni pilote, ni instrument, ni siège. Rien de ce qu'on pouvait reconnaître ou comprendre. Les parois intérieures n'étaient pas recouvertes de métal, mais de quelque chose qui ressemblait à un entrelacement de fibres organiques sombres, presque noires, semblables à du tissu nerveux. Des impulsions de lumière blanche douce parcouraient d'eau ces fibres, créant un motif complexe en constante évolution. L'air qui s'échappait de la capsule était froid et sentait l'ozone après un orage, mais aussi quelque chose d'autre, d'inconnu, légèrement sucré, comme l'odeur de la terre humide. Au centre de cet étrange cocon vivant se trouvait une structure unique. Ce n'était ni un moteur, ni un ordinateur. Cela ressemblait à un énorme organe translucide, de la taille d'un homme, à l'intérieur duquel quelque chose de sombre pulsait lentement. Ce n'était pas un vaisseau avec un équipage, le vaisseau était l'équipage. Harris fut le premier à sortir de sa torpeur. Il poussa un gémissement et s'effondra sur le sol en béton comme un sac. Lena et moi nous précipitâmes vers lui. Il était vivant, il respirait, mais son regard était vague. Il tremblait et marmonnait des bribes de phrases issues du flux de données qui s'était déversé de lui quelques minutes plus tôt. Correction du vecteur. Demande de confirmation. Biomasse conforme au protocole. Il était brisé, pas physiquement, mais mentalement. La capsule l'avait utilisé comme un modem et, une fois la transmission terminée, l'avait simplement jeté comme un déchet. À ce moment-là, l'organe central à l'intérieur de la capsule s'est mis à briller plus fort. La pulsation devint plus intense et le bourdonnement grave s'amplifia. Mike, qui n'avait pas quitté son équipement, cria soudain en montrant l'écran. « Ça transmet! Un signal! Il a changé !» Je me précipitai vers son moniteur. Le signal complexe et multicouche que nous avions vu auparavant avait disparu. Il n'y avait plus qu'un seul faisceau de données, incroyablement puissant et très ciblé. Tous les indicateurs étaient sautés dans le rouge. « Où est-il dirigé ?» demanda Lena, essayant de ramener Harris à la raison. « Vers le haut », répondit Mike d'une voix désespérée. « Il ne se disperse pas, il va droit vers l'espace. Ce n'est pas un signal, c'est un rapport d'arrivée, un message indiquant que la mission est accomplie. Il leur dit où on est. » On s'est regardés, Sam, Lena, Mike et moi. 4 personnes au bout du monde.
confrontés à quelque chose qui dépasse notre entendement. Et à ce moment-là, on a tous compris la même chose. On ne peut pas étudier ça. On ne peut pas contrôler ça. On ne peut même pas espérer comprendre ça. On a ouvert une porte qu'on n'aurait jamais dû trouver. Et maintenant, quelqu'un de l'autre côté sait qu'elle est ouverte. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était essayer de la refermer. Sam, ai-je dit doucement mais fermement, les charges d'urgence. Chaque station polaire dispose de charges thermobariques en cas d'urgence nécessitant la destruction totale de la base. C'est une mesure extrême pour éviter la pollution environnementale ou, dans d'autres cas, moins médiatisée. C'était exactement notre cas. Sam acquiesça en silence. Il avait tout compris, sans qu'on ait besoin de lui expliquer. Pendant qu'on courait vers l'entrepôt pour récupérer les charges, Lena et Mick ont installé Harris, qui était presque inconscient, dans l'un de nos tracteurs à chenilles. Ils ont pris le strict minimum, des rations d'urgence, de l'eau, un téléphone satellite et une trousse de premiers secours. On a installé 4 charges au coin du hangar. J'ai réglé le minuteur sur 10 minutes. Ça devait suffire pour s'éloigner à une distance sûre. Avant de partir, j'ai jeté un dernier coup d'œil dans le hangar. Une lumière blanche jaillissait de la capsule ouverte, éclairant cet intérieur étrange et vivant. Et j'ai eu l'impression, ou était-ce un jeu d'ombre et de lumière, que l'organe central à l'intérieur bougeait, se tournant lentement vers moi. Je n'ai pas vérifié. J'ai claqué la porte et j'ai couru vers le camion, où les autres m'attendaient déjà. On a roulé 5 kilomètres. On s'est arrêté au sommet d'une colline glacée et on a attendu. 10 minutes plus tard, l'horizon derrière nous s'est illuminé d'une lumière orange vif. Même à cette distance, on a senti la glace trembler sous les chenilles du tracteur. Une boule de feu s'éleva dans le ciel, puis le désert de glace l'engloutit, et il ne resta plus qu'une tache sombre et fumante à l'emplacement de notre station. Des milliers de tonnes de glace et de neige s'écroulèrent dans la cavité que nous avions creusée, ensevelissant sous elle les débris de la station et son secret. Notre rapport officiel était simple et plausible. L'explosion d'un des générateurs avait provoqué un incendie qui s'était propagé au dépôt de carburant. La station était détruite. L'équipement et toutes les données scientifiques avaient été perdues. Le chef de l'expédition, le docteur Harris Thorne, avait subi un grave choc nerveux. On a eu de la chance d'avoir survécu. On a été évacué 2 semaines plus tard. On a été interrogé pendant des mois, séparément et ensemble. Mais on a tenu bon. On a maintenu notre version des faits. 5 personnes qui avaient conclu un pacte tacite. Avec le temps, on nous a cru. L'incident a été attribué à l'erreur humaine et aux conditions extrêmes. Harris ne s'en est jamais remis. Il vit dans un établissement spécialisé. Son esprit est resté à jamais là-bas, dans le flux de données étrangères. Nous autres, on a repris une vie normale. Ou du moins, on a essayé. Je travaille à nouveau comme ingénieur, mais quelque chose a changé. J'ai dépensé toutes mes économies pour acheter du matériel de radioastronomie. C'est mon hobby, ma passion. Chaque nuit, je pointe l'antenne vers le secteur du ciel dont Harris avait alors murmuré les coordonnées. La plupart des gens regardent les étoiles et voient la beauté ou l'infini. Moi, j'écoute. J'écoute le silence. Je cherche des régularités. Et il y a 3 mois, je les ai trouvées. Un signal très faible, à peine perceptible parmi le bruit de fond. Il n'est pas d'origine naturelle. Il a une nature complexe et structurée. Et il vient exactement du point de la constellation du réseau dont parlait la capsule. Il est encore loin, mais chaque semaine, son amplitude augmente un peu. Ils ont répondu à l'appel et ils sont déjà en route.